Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic. Lucien Favre licencié, Didier Digard nommé et l'OGC Nice métamorphosé. On va tout vous raconter dans cette émission en compagnie des experts de la rédaction des sports de Nice Matin. Vincent Méniquinier de retour. Salut Vincent. Salut les gars, je suis très heureux de vous revoir, ça m'a fait immensément plaisir. Et surtout tu nous as suivis j'espère. J'ai tout regardé et je suis ravi de cette première avec mon ami Patrice Alberganti. Ça sera notre invité, mais on va saluer William Bercé d'abord. Salut Will. Salut Mika. Fidèle au poste avec le suite de Didier Digard. Digard. Le suite, bon c'est pas le même que lui, on n'a pas les mêmes moyens, mais dédicace Didier Digard, le suite à capuche. Et vous l'avez vu, notre invité cette semaine a reçu le trophée de l'ancien Aiglon. C'est un des habitués du plateau de Gym Tonic. Patrice Alberganti est avec nous. Salut Patrice. Salut à tous, merci encore de me recevoir. Merci à toi d'être avec nous au sommaire de ce Gym Tonic. On va parler évidemment de cette écrasante victoire face à Montpellier 6-1 et nous nous projetterons sur la rencontre face à Reims dimanche après-midi, une rencontre où il faudra confirmer. Nous ferons un focus sur Khéphren Thuram sans oublier les dernières infos mercato, le pour-contre, le cadeau de la semaine et le souviens-toi, et puis une émission exceptionnelle puisque nous aurons le plaisir d'accueillir dans la deuxième partie Manon Fiorot, la championne niçoise de MMA. Nous lui remettrons le trophée de sportive azuréenne de l'année décerné par les lecteurs de Nice Matin. Voilà donc pour un programme riche dans ce Gym Tonic, mais d'abord on va donc revenir sur cette semaine un peu folle qui a agité l'OGC Nice. Vincent, avec d'abord, on va prendre les chances dans l'ordre, cette élimination honteuse, piteuse face au Puy Foot, c'était en Coupe de France. Ouais, une humiliation qui a malheureusement coûté la peau de Lucien Favre, son dernier match. L'histoire se termine pour son deuxième passage d'une triste manière. Mais les dirigeants ont pris le parti de changer parce qu'on se rendait bien compte que Nice allait tout droit dans le mur en ce début d'année, après une prestation également calamiteuse à Rennes. Et où il était, lui, au Puy, il a pu constater les dégâts et une équipe qui avait clairement pas plus envie de continuer avec Lucien Favre. Quand tu es parti du Puy, Will, tu sentais que voilà, on avait peut-être vécu les derniers moments, le dernier match de Lucien Favre à la tête de cette équipe? Franchement oui, parce que déjà avant le coup d'envoi, rien qu'à l'échauffement, on sentait déjà que cette équipe elle était pas du tout impliquée. Et les joueurs du Puy l'ont dit même eux après le match que dès l'échauffement ils ont senti que les Niçois ils étaient pas dans le ton et qu'il fallait leur rentrer dedans et que ça allait bien se passer pour eux. C'est ce qui s'est passé et quand on voit que le manque de réaction au fil du match, même en deuxième période, on se dit que ça y est, Lucien Favre n'a plus de levier sur son groupe. Et on sentait que c'était probablement son dernier match. Patrice, la mayonnaise a rarement pris, on va dire, avec Lucien Favre cette saison. Ouais, ça a été compliqué. Et c'est vrai que Lucien, sans enlever tout le mérite qu'il a par rapport à la carrière qu'il a eue en tant qu'entraîneur, mais je trouvais que c'était un entraîneur de l'époque, en fait. Un peu poussiéreux, tu vois, avec des idées de jeu qui sont plus adaptées au football moderne. Et c'est vrai que depuis le début de la saison, on voit des choses qui me paraissent des fois hallucinantes. Et encore contre le Puy-en-Velay, alors encore pire. Moi, je peux dire carrément, à la 70e, j'ai arrêté. C'est la première fois que ça m'arrive T'as déjà tenu 70 minutes, c'est déjà pas mal. La première fois que ça m'arrive, j'ai coupé le truc. J'ai dit, on arrête parce que là, c'est une catastrophe. Et oui, c'était inévitable que Lucien aille. Malheureusement, voilà, ça allait droit dans le mur, comme le disait Vincent. Et toujours, encore une fois, sans lui donner tout le mérite qu'il a, mais ça a sonné la fin, quoi, en fait. Alors Vincent, après la nomination de Didier Digard, explique-nous comment ça s'est passé, les réunions, comment un petit peu Didier Digard s'est retrouvé propulsé à la tête de l'équipe première. Mais après, ce qui est étonnant, c'est que les mêmes joueurs qui avaient sauvé un petit peu la tête de Lucien Favre avant la Coupe du Monde, en réalisant de belles prestations et une série de 7 matchs sans défaite, et notamment un dernier bon match à Lyon, certainement le meilleur de la première partie de saison, ce sont les mêmes qui l'ont abandonné quelques semaines après. Et la réflexion des dirigeants, déjà en novembre, elle était déjà bien entamée. Et il y avait une réelle volonté de changement. Ça avait déjà commencé en septembre. On se rappelle l'épisode Pochettino. En novembre, je pense que Lucien Favre passe entre les gouttes parce qu'encore une fois, il y a ce très bon match à Lyon. Mais dans l'esprit de Florent Ghisolfi, de Fabrice Bocquet et même de Dave Braceford, il y avait des leviers qui leur faisait dire qu'il fallait changer. Et l'arrivée après ensuite d'une cellule de performance, un renforcement du staff n'a pas forcément fait les affaires de Lucien Favre, qui n'avait pas forcément envie d'être non plus dans le compromis. On peut le comprendre, à 65 ans,
t'as plus forcément peut-être envie d'avaler entre guillemets des couleuvres. Il en avait avalé assez. C'est la fin de l'histoire et l'homme idoine à ce moment-là, c'était Didier Digard qui a pour mission de finir la saison à la tête du club. Il reste encore 20 matchs de Ligue 1, une Coupe d'Europe. À lui de jouer. On va parler de Didier Digard, mais avant cela, on va écouter, puisque tu en as parlé, Florent Ghisolfi sur le timing un petit peu de ce remplacement de Lucien Favre, de ce licenciement de Lucien Favre. Fallait-il le faire avant? Pourquoi l'avait-il confirmé pendant la Coupe du Monde? On écoute le directeur sportif niçois. On est tout le temps en réflexion dans nos postes. On pensait que il y avait eu du mieux en fin de première partie et on a pensé qu'avec une nouvelle préparation, en l'occurrence sur la trêve hivernale, on pouvait trouver encore plus de positifs. Et on a fait le constat, alors c'est pas seulement le résultat, comme l'a dit le président, mais on a fait le constat qu'il n'y avait pas de grande amélioration à la fois dans le contenu d'entraînement et de match. Voilà donc Florent Ghisolfi devant la caméra de Philippe Bertini. Une précision, Will. Didier Digard, c'est pas jusqu'à la fin de la saison, c'est jusqu'à nouvel ordre, selon le communiqué de l'OGC Nice. Le club a bien insisté là-dessus dans son communiqué et dans sa communication. C'est une décision jusqu'à nouvel ordre. Donc, ce qui veut dire que le futur entraîneur pourrait très bien arriver avant la fin de saison, ou pas. Ou on pourrait garder Didier Digard, Patrice, jusqu'à l'année prochaine, peut-être, s'il réussit bien. Si, par exemple, Nice gagne la Coupe d'Europe avec lui. C'est pas dur. S'il gagne tous les matchs, forcément qu'ils vont pas le sortir. Mais voilà, c'est vrai que lui, il n'a pas forcément un objectif particulier à atteindre. Donc, il peut travailler correctement, sereinement et amener ses joueurs, il veut les amener. Et bon, la preuve en est, c'est qu'il est capable de le faire, puisqu'on a fait un match exceptionnel contre le dernier match, contre Montpellier. Mais après, c'est peut-être pour lui enlever aussi un peu de pression, dire que c'est jusqu'à nouvel ordre. Parce que si tu actes le fait qu'il finisse la saison, tu sais qu'il va avoir donc des objectifs de résultats. Je vois pas là l'OGC Nice trouver le coach du futur dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, parce que le coach du futur, il est censé incarner la nouvelle dynamique voulue par Ineos, donc on attend du très très costaud. Je sais pas. Oui, c'est possible. Mais il y a des entraîneurs libres qui sont très très costauds. On parlait de Pochettino, on peut retourner vers lui. Il y a Pochettino, Tourelle, mais est-ce qu'ils n'ont pas voulu venir en octobre? Ils vont vouloir venir en février Tedesco, il est toujours libre aussi, non? Je pense que Tedesco, également, ça Tu avais parlé de la Mouchi aussi. C'était en novembre, et je pense pas que Tedesco, à part si Digard perd tous ces matchs-là en janvier et février, je pense qu'ils auraient acté le fait de faire venir Tedesco. Zidane aussi est libre, non? Zidane aussi est libre. D'ailleurs, Florent Ghisolfi fait une petite blague en conférence de presse à propos de Zinedine Zidane, mais ça va rester une blague pour le moment. Mais après, des fois, il y a des blagues qui deviennent sérieuses. Patrice, est-ce que dans cette période-là, on se dit finalement que le GC Nice n'est pas en train de piquer sa crise de croissance, finalement? Je sais pas trop, mais moi ce que j'analyse surtout, c'est que j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses à Nice en ce moment qui sont plutôt positives pour le futur. C'est-à-dire on met des hommes forts à des postes clés. Je parle de Ghisolfi, je parle de Blanc. On prend des décisions fortes en sortant Lucien Favre. On met un entraîneur, un nouvel entraîneur qui incarne pour moi avec ses deux acolytes, Julien Sablé et Fred Joria, qui incarne pour moi la patte niçoise, l'identité niçoise. Ils se trompent pas trop quand ils prennent ces choix-là. Je trouve que c'est beaucoup plus réfléchi ce qu'on fait que ce qu'on a pu faire par le passé. Donc là, ils sont en train d'essayer, à mon avis, de dégrossir un petit peu l'effectif parce qu'on a beaucoup de joueurs sous contrat. Si tu veux bâtir une grosse équipe, il va falloir te séparer de joueurs parce que la masse salariale, elle existe. Donc je pense qu'ils essaient peut-être de repartir sur une page blanche en gardant l'équipe à niveau. Moi, je trouve que c'est assez réfléchi ce qu'ils font. On a posé la question à Jean-Pierre River, le président de l'OGC Nice, sur est-ce que Nice est en train de piquer sa crise de croissance. Écoutez la réponse du président niçois. Je ne sais pas si c'est une crise de croissance. Vous savez, alors nous, on est en interne, donc pour nous, c'est facile. Pour vous, encore une fois, en février, on vous donnera les grandes lignes de notre projet. Mais moi, je pense sincèrement que l'OGC Nice a, dans son histoire, rarement eu autant d'atouts que ce qu'elle aura dans ce projet futur. Donc bon, quand vous vivez une saison compliquée, difficile, ça peut remettre à l'extérieur en cause cette vision-là. Mais en interne, sincèrement, on a des convictions, on a des gens de grande qualité. Ineos sont des actionnaires propriétaires
remarquables, de grande qualité humaine. Ils savent où ils veulent aller, ils s'en donnent les moyens et on va tout faire pour leur donner satisfaction, pour arriver à ce qu'ils souhaitent in fine dans ce projet OGC Nice et Ineos Sport. Voilà, donc le président River, les dirigeants d'Ineos, Jim Ratcliffe sait où il veut aller. On n'a pas eu l'impression ces dernières années, ces derniers mois, qu'Ineos savait où ils allaient. Oui, c'est pour ça que c'est pas une crise de croissance pour moi, mais c'est juste la résultante d'un été complètement où ça a été le foutoir, quoi. Ineos a des moyens certes, mais ils avaient pas les hommes aux bonnes places. Le départ de Julien Fournier, le mercato qui a pas été géré par Jean-Pierre River parce qu'il a refusé. Donc voilà, on se retrouve avec des joueurs qui sont repartis sans avoir joué, Sorensen, voilà, donc finalement, la résultante, elle n'était pas surprenante. On aurait été au contraire très surpris de voir le l'OGC Nice dans les 5 premiers à la trêve avec l'été catastrophique qui s'était passé. C'est Jean-Pierre River qui disait au début de son mandat, on laboure, on récolte et on sème. Là, le l'OGC Nice a vraiment récolté ce qu'il a semé, c'est-à-dire rien. Quand tu fais un mercato ou un été complètement apocalyptique, j'ai envie de dire, ben voilà, c'est plutôt, moi je trouve bien que dans le foot, par moment, quand tu fais autant n'importe quoi, bah, t'as pas de résultat exceptionnel. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, ils ont... Ben voilà, ils ont quand même la lucidité, encore une fois, parce on peut pas dire que ce sont des gens, voilà, ils sont quand même assez brillants. Ils ont la lucidité d'avoir pris le bon virage, d'avoir pris de grandes décisions au bon moment. Il reste encore 20 matchs de Ligue 1, il y a encore une Coupe d'Europe. Et il y a le temps, voilà, justement, comme l'a dit Patou, de dégraisser cet effectif, de se renforcer par petites touches, voire par grosses touches, on en parlera après. Mais ils ont eu cette lucidité de changer de direction. Patrice, sur le côté, vous allez voir ce que vous allez voir en septembre, en février. On va vous annoncer des choses. Jean-Claude Blanc arrive. Ça fait des mois qu'on entend ça aussi. Est-ce qu'à un moment donné, les supporters ne sont pas légitimement au point de se demander, bon, bah, basta les belles paroles et maintenant des actes, quoi. Ah ouais, complètement. Ils ont le droit vraiment de le penser parce que ça fait plusieurs années qu'on nous le répète. Mais encore une fois, je te le dis, je pense vraiment qu'ils ont pris la mesure de ce qu'il faut faire pour passer ce cap-là qu'on a vraiment du mal à passer, devenir un grand club, devenir un top club de Ligue 1. Et là, je trouve qu'ils font les choses comme il faut. Comme le disait Will, qui l'a résumé, l'intersaison, c'était assez chaotique. Là, d'un coup, ça se structure, ça parle moins, ça dit des choses intéressantes, ça prend des décisions fortes. Voilà, ça a pris la mesure de ce qu'est le haut niveau dans l'organisation d'un club. Après, l'équipe viendra derrière, bien évidemment, mais ce qui est très important, c'est de mettre vraiment étage par étage les personnes qu'il faut de haut niveau pour qu'on soit un club de haut niveau. Et la cellule de performance aussi. Voilà, tout ça, c'est des choses, c'est des détails qui vont faire la différence. Donc je pense que là, j'ai vraiment confiance à ce que j'ai pu parler avec Jean-Pierre River. J'ai vraiment confiance à ce qu'il nous a dit. Enfin, ce qu'il m'a dit, et j'ai vraiment confiance à ce qu'il dit parce que j'ai bien l'impression qu'ils ont pris conscience de tout ça. Et puis dans l'histoire récente, il y a quand même plein de coachs qui ont démarré à un moment donné. Je me rappelle à Lyon, Genesio, personne n'en voulait, mais depuis qu'il est parti, j'ai pas l'impression que Lyon a d'excellents résultats. Dans les années 90-2000, Claude Puel à Monaco a eu aussi sa chance à un moment donné. Un an après, il était champion. Francaise, Rudy Garcia, il y a plein d'entraîneurs. Christophe Galtier, on se rappelle à Saint-Etienne aussi à un moment, il a eu cette chance-là. Lyon a fait venir Laurent Blanc, un CV hyper prestigieux. Pour l'instant, peu de résultats pour le moment. C'est pas bien fringant, quoi. Alors, il y a eu évidemment ce match donc de mercredi soir face à Montpellier, victoire écrasante des Aiglons, 6-1. Patrice, Vincent, Will, t'étais absent, t'étais malade, toi t'étais justifié, mais on s'est tous regardés en tribune. À un moment donné, on s'est dit, mais c'est quoi cette équipe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Bah parce que déjà il y a eu des choix forts avec un garçon comme Hicham Boudaoui qui a rayonné pendant 40 minutes à un poste de sentinelle où il n'avait plus joué depuis 2 ans. Avec Galtier il jouait milieu droit, avec Favre il a joué parfois milieu gauche, un 4-3-3, Nicolas Pepe qui a retrouvé un poste où il excellait à Lille et où il n'avait pratiquement jamais joué avec Lucien Favre. Et une équipe qui a dégagé évidemment un langage corporel commun totalement différent de ce qu'elle avait montré au Puy. C'est la patte forcément du nouveau staff, et c'est aussi la preuve que cette équipe elle a quand même quelques qualités et qu'elle avait clairement plus envie de travailler avec Lucien Favre. Alors on va regarder quelques stats de cette rencontre entre Nice et Montpellier, mis à part effectivement ces 6 buteurs, il y a quand même eu avant le deuxième but de Barclay, cette stat elle est affolante. 11 passes avant le deuxième but de Barclay, c'est-à-dire que tous les joueurs de champ ont touché la balle sur cette action.
On n'avait jamais vu ça à Nice depuis très longtemps, peut-être même depuis Lucien Favre, première saison, Will. Ouais, comme quoi, quand on veut, on peut. Parce que moi, la patte du nouveau staff... On en parlera dans le pour-compte tout à l'heure. Voilà quoi. Ne dévoile pas trop. En 24 heures, je veux bien moi, mais bon. Enfin. Au niveau de l'attitude, justement, ouais. Ouais, mais bon, en fait, pour moi, les 11 passes, tu les voyais sous Favre, quoi, normalement. Oui, mais ça se finissait pas par un but. Non, mais... Mais oui, Et il y avait moins parce de verticalité. Patrice. Ouais. Non, mais moi, le truc qui m'a choqué le plus, frappé le plus d'entrée de match, ce bloc qui est très haut. Avec, on arrête de jouer dans nos 18 mètres, quoi. On est haut sur le terrain, on pousse l'équipe adverse, on va chercher l'adversaire, on est là à la récupération du ballon à 2, 3, à harceler le porteur du ballon. Dès qu'on a le ballon, qu'on arrive à toucher nos pointes, finalement, on a du monde, comme on est très haut, qui est disponible au porteur du ballon. Il y a plein de détails qui font la différence. Et franchement, on en parlera dans le pour ou contre, mais c'est aussi la patte du coach. Tu peux pas dire que du jour au lendemain, les joueurs ils se disent bon, maintenant ça y est, on sait jouer au foot. Non, on leur donne les moyens de jouer comme il faut. On les fait monter, on les fait jouer plus haut, et c'est beaucoup plus facile pour faire un pressing ou le contre-pressing, comme on parle beaucoup maintenant. Moi, j'ai vu plein de motifs de satisfaction, et dans les attitudes, ça a été le jour et la nuit. Le jour et la nuit. C'est le principal. Parce que je suis désolé, mais ils sont pas devenus des footballeurs en 24 heures. Et alors, ils sont pas devenus aussi des joueurs qui savaient plus jouer au football en 6 mois. C'est l'impression qu'ils donnaient en tout cas. Je veux dire, ce qu'il leur proposait Lucien Favre au niveau du jeu n'était pas du tout adapté, et je le dis depuis 6 mois, avec l'effectif. Je veux dire, faut arrêter. Aujourd'hui, tu leur redonnes l'opportunité de jouer, c'est des joueurs qui savent jouer. Quand tu prends l'effectif de l'OGC Nice aujourd'hui, il y a beaucoup d'effectifs de Ligue 1 qui ne sont pas au niveau de l'OGC Nice. Donc effectivement, il faut que ça prenne. Alors, il ne faut pas s'enflammer sur un match qui a été exceptionnel. Ils vont mais en tout cas, tu vois des signes très positifs pour te donner motif d'espoir pour le futur. Il y a un match, mais au-delà du match du Puy, celui contre Rennes, et Will, tu étais. Après ce match-là, si tu regardes cette équipe de Nice et tu cherches à comprendre ce qu'elle a voulu faire à Rennes. Ah bon, on a essayé la semaine dernière, on n'a pas réussi. Franchement, ça faisait penser ça faisait penser au gym de Gare-Notre-Or à l'époque où t'étais bloc bas. Et sur un malentendu, ballon contre, un exploit de Pépé. Bon, il peut pas en faire à chaque match et il a été catastrophique. Lui aussi pendant l'entame d'année. Mais à Rennes, waouh. Et moi, je me mets aussi de temps en temps les joueurs. Évidemment que ce sont eux ils ont la clé. Mais à Rennes, tu peux leur poser la question. Vous avez pris du plaisir? Vous avez fait quoi? Rien. Il n'y a rien. Donc au bout d'un moment, le constat il est assez mais excuse-moi, si tu parles de valeur coach, je veux dire ce qu'il a apporté Didier Digard, tu penses que si tu fais le match de mercredi avec Lucien Favre à la tête, tu gagnes 6-1 à l'Alliance Riviera? Ben non. Voilà. Ben non, parce que bon, on en reparlera tout à l'heure. On va pas explorer le pour contre. On va voir d'autres stats de ce Nice Montpellier évidemment, et cette stat voilà de possession, c'est ce nombre de tirs, 16 tirs dont 10 cadrés. C'était ça aussi du jamais vu quasiment cette saison. L'OGC Nice qui a certainement fait son meilleur match de la saison, osons le dire. Il y avait eu le match à Lyon avant qui s'était soldé par un match nul, donc c'est vrai que ballon touché dans la surface adverse. On avait eu combien à Rennes? 3. Et là, il y en a eu 33. Non mais voilà. Non mais même je vois le nombre de fautes. J'avais pas vu la feuille de stats. 16 fautes. C'est beaucoup. Mais c'est bien. Ça veut dire qu'aussi, tu as retrouvé une équipe niçoise. J'ai trouvé aussi, moi, un espèce d'esprit ré aussi. Je sais pas pourquoi. J'ai vu une équipe niçoise qui courait. Mais comme j'avais pratiquement plus vu depuis des mois, pas des années, mais le contre-pressing, on a vu des garçons revenir comme ils revenaient jamais. Pépé, je l'ai vu tacler. Lotomba, je l'ai vu faire peut-être son meilleur match sous le maillot niçois. Todibo, qui a été aussi à un niveau assez exceptionnel. 100% de duels gagnés pour Todibo sur les deux derniers matchs. Ouais, Arsène bien que c'est une valeur sûre depuis le début de saison. Favre, pas Favre, qui vous voulez, c'est lui. Je suis d'accord. Oui, non, mais bon, ça veut dire aussi. Non, il a conservé lui son. Ça veut dire qu'il y en a certains qui sont au taquet, qui sont voilà, ouais. Qui choisissent pas leur entraîneur. Je suis entièrement d'accord avec toi, Will, mais on est parfois surpris de ça, mais c'est propre à la nature humaine. Oui, mais ça me met en colère. C'est l'histoire du foot que des joueurs parfois ne veulent ou peuvent plus travailler avec certains coachs. Ça n'a pas pris. Et est-ce que Lucien Favre avait encore envie de travailler avec certains joueurs? Le système de Lucien Favre mettait en évidence les défenseurs, pas forcément les attaquants. En plus. Donc, vous pouvez demander à Laborde, je pense, s'il n'a pas pris un peu plus de plaisir contre Montpellier que lors des 6 premiers mois. Avec encore un poteau. Enfin, c'est le gardien qui dévie sur le poteau pour Gaëtan Laborde. On va écouter la réaction du capitaine de l'OGC Nice, Dante, à l'issue de la rencontre, évidemment, sur ce qui se passe en ce moment et sur ce match face à Montpellier. Comme nous avons montré de quoi nous sommes capables,
faut toujours garder cette base et petit à petit, quand il a le temps de travailler certains points qu'on doit s'améliorer. Et puis voilà. Il ne faut pas maintenant se contenter avec du moins bon par rapport à ce soir. Non, nous avons montré que nous pouvons être une équipe assez compacte, assez rigoureuse, assez agressive, dynamique et aussi joueuse. Donc il faut continuer à être très très concentré et très exigeant avec soi-même. Voilà, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Didier Digard dès la fin de sa conférence de presse, hein. C'est-à-dire qu'il attend maintenant que les joueurs soient au même niveau, au minimum, dans la même implication que ce qu'ils ont montré face à Montpellier. Bonne chance avec ça, hein. Mais bon. Non, mais c'est pas possible. C'est un match, c'est le match parfait pour démarrer. Et il sait très bien qu'il va perdre encore beaucoup de matchs. Là, il en reste 20 en Ligue 1. Ils ont tout fait parfaitement contre Montpellier. Donc il va y avoir des moments, ce sera plus compliqué, mais il y a aussi des périodes où il va falloir s'accrocher, être très solide défensivement, et Nice sait le faire, avec une charnière, voilà, Todibo, Dante qui fait partie des meilleurs de Ligue 1, des garçons qui retrouvent aussi un niveau correct comme Elvin Barr, hein, qui est catastrophique lui aussi depuis 6 mois. Ouais, il y a de quoi faire. C'est un effectif quand même qui a de la qualité. Parfois, on a l'impression que Nice, c'est redevenu l'équipe un peu en bois des années 2010. On se rappelle ce qu'il y en avait il y a 10 ans. Moi, au-delà du score, du résultat, de la physionomie du match et de tous les points positifs, c'est vraiment Didier Digard, c'est tout ce qu'il a communiqué, c'est tous ses discours, ses confs qui me rassurent encore plus. C'est que je trouve qu'il est vraiment en plein dans son rôle. Il a pris la mesure, l'hommage qu'il fait à Lucien Favre, ce qu'il dit après le match, tout est juste. C'est top, et même quand il dit j'en attends pas moins, son discours est encore top, il est toujours dans l'exigence vis-à-vis de ses joueurs. Donc moi, au-delà de tout ça, je trouve que Digard fait une superbe première sur tous les plans. Tu as parlé de match parfait, Vincent, c'était évidemment un match parfait, mais pour plusieurs raisons également. Patrice, je te propose de regarder ces images, parce que évidemment tu as été à l'honneur de cette rencontre. Mais on n'a pas oublié, c'est la patte Alberganti aussi. Voilà, c'est le coup de peau, le coup de chance avec Patrice. Il est magnifique. On va revoir ces images de Patrice Alberganti au milieu du terrain, parce que c'est vrai que voilà. Il avait mis ses plus belles chaussures, son plus beau jean, il est magnifique. Le trophée de l'ancien Aiglon. Par contre, t'as combien de couches sous le maillot? J'ai une veste et un pull. C'est remis par Virginie Rossetti. Raconte-nous un peu pendant qu'on voit ces images, aussi, hein. Patrice, le moment que tu as vécu. J'étais venu en famille. Raconte-nous au milieu de terrain comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est exceptionnel parce que déjà la prestation que propose l'OGC Nice à leurs anciens, elle est énorme, c'est millimétré. Tu es pris en charge du début jusqu'à la fin, la famille et qui est avec toi est pris en charge aussi. De te retrouver au centre du terrain, dans cette arène, c'est exceptionnel avec ce public niçois. Alors j'ai fait la réflexion à Virginie quand je suis arrivé au milieu, j'ai quand même, tu vois, le laps de temps que tu marches là, c'est quand même un peu long et tu t'aperçois quand même, t'as des émotions qui reviennent. Franchement, t'as des émotions qui reviennent et de recevoir ce trophée du club, moi c'était un honneur, un plaisir, un privilège d'avoir porté ce maillot. Donc voilà, je remercie tout le monde, c'était vraiment une soirée parfaite. Ouais. On l'a entendu avec Mika, qu'est-ce qu'il parle bien. Ton hommage à la Populaire Sud, à la BSN, j'en avais les larmes aux yeux, mon cher Patrice. En tous les cas, c'était mérité évidemment, une belle soirée pour l'OGC Nice et pour Patrice Alberganti. Celui qui a également passé une bonne soirée, c'est Kefren Turam. C'est vrai que on l'a trouvé un peu métamorphosé, notre Kefren, parce que depuis le début de la saison, on n'a pas vu ce qu'il a fait ce soir-là contre Montpellier. On va regarder d'abord ses stats à Kefren Turam sur cette rencontre, parce que c'est vrai que oui, Vincent, lequel des deux veut répondre, mais je sais pas, Kefren Turam là, on a vu le Kefren Turam de l'année dernière, quoi. Oui, je dirais même plus que celui de l'année dernière. C'est qu'en fait, par rapport à l'année dernière, il avait une continuité dans la percussion. Alors il savait toujours bien se retourner, percuter, mais à la fin il n'y avait rien. Mauvaise passe, mauvais choix dans les derniers mètres, pas de frappe, pas de passe D. Et là, on a vu le Kefren Turam clairvoyant, efficace, précis, qui donne au bon moment, qui donne juste, dans le bon espace, qui punit devant le but. Voilà, c'est le Kefren Turam qu'on attend de voir, parce que il est talentueux, ce gamin, et c'était vraiment de quoi s'arracher les cheveux. C'est peut-être à cause de lui que je suis devenu chauve, mais ce qu'il montrait jusque-là... C'est sûr que c'était pas un peu avant ça. Ouais, j'essaie de me trouver des excuses. Mais voilà, non, enfin, le vrai Kefren Turam, voilà, toute la palette, on l'a vu contre Montpellier. Il a été hyper clairvoyant et c'est vrai que ça lui faisait défaut depuis le début de saison, mais j'attends de le voir aussi très costaud dans des matchs où ça va devenir un peu plus dur,
où on aura aussi besoin de son impact athlétique. Parce que Khéphren Thuram, quand il passe à côté de toi, il fait 1m90, 92, c'est une armoire. Et j'ai envie aussi de le voir parce qu'il a ce potentiel pour faire aussi très mal dans le duel. À la récupération, là, c'est un match fait pour lui contre Montpellier face à un milieu qui lui a laissé pas mal de largesse. Il a rayonné. Mais il a aussi une marge de progression quand tu n'as pas le ballon. Et lui aussi, il doit faire beaucoup mieux que la première partie de saison. Ça n'a jamais vraiment marché avec Lucien Favre, mais j'espère qu'on va le voir enfin à son niveau, lui. Justement, on lui a posé la question en zone mixte après cette rencontre face à Montpellier. A-t-on vu enfin le vrai Khéphren Thuram? Mais pourquoi il a fait un si bon match face à cette équipe-là? Écoutez la réponse du milieu de terrain niçois. Après, on n'était pas dans le même système, donc non, pas forcément moins libéré. Quand on joue à 2, je dois plus être devant la défense, j'ai beaucoup plus défensif. Là, en étant en 4-3-3, je jouais un peu plus haut, donc c'est normal que je sois plus libéré. Mais non, c'est pas un nouveau Khéphren Thuram. Khéphren Thuram, Patrice, toi aussi, il t'a bluffé? Oui, il m'a bluffé, mais elle m'a bluffé, mais je suis pas surpris de ses qualités. On les connaît. Et quand tu tiens un bloc haut comme ça, ben, tu donnes de la largesse à ces joueurs-là pour s'exprimer. Quand tu les enfermes dans un système défensif où tu leur dis surtout pense à défendre, ben, ces joueurs-là, quel que soit le joueur, j'ai été joueur, quand on t'enferme dans un système, qu'on te dit la priorité c'est ça, tu oublies tout le reste et tu n'attaques plus. Et regarde, contre Montpellier, on a attaqué à 4, à 5, des fois à 6. Les matchs d'avant, on attaquait à 2, à 3, c'est compliqué. Et lui, il dézonnait quasiment plus jamais. Donc quand tu lui laisses la possibilité d'avoir un Boudaoui derrière lui, qui est capable de faire les efforts, et que ton coach il te dit dès que tu peux, tu te projettes, mais il sait le faire. Et il a fait très très bien. Et je rejoins tout à fait Will et Vincent. Il a en plus, sur ce match-là, l'implication dans le geste technique, dans la finalité, dans la justesse technique. Il a fait ce qu'il fallait. Il a monté un peu le curseur. Et ça, c'était très intéressant. Mais il y a encore des choses à faire pour Khéphren Thuram, puisqu'on a posé la question à Didier Digard en conférence de presse cette semaine, son nouvel entraîneur. Écoutez ce qu'il pense de son milieu de terrain. Je veux qu'il se libère plus, mais je veux aussi qu'il défende plus. Il a performé et du coup il se positionne un peu là-dessus sur ce qu'il aimerait, mais il va falloir performer beaucoup plus pour vraiment que j'écoute ce qu'il a vraiment envie. Sincèrement, c'est un très jeune joueur avec beaucoup de qualité, qui a un gros potentiel offensif, avec une conduite de balle et des courses vers l'avant de très grande qualité. Mais il va falloir faire mieux dans les replis défensifs. Mais à cet âge-là, on est à l'écoute et on progresse vite. Voilà, faire mieux dans les replis défensifs, c'est peut-être ce qui lui manque aujourd'hui, peut-être Patrice. C'est vrai que Christophe Galtier le disait déjà la saison dernière, il avait même fait jouer un match en défense centrale pour qu'il aille un petit peu plus au charbon défensivement. Oh, le contre est fort. Dès qu'il perd le ballon, dès que l'équipe perd le ballon et qu'il est très haut, il faut qu'il fasse ses 20, 30, 40 mètres à fond pour se replacer dans le cœur du jeu, pour équilibrer l'équipe. C'est vrai qu'on a tendance souvent, et même sur ce match-là, je l'ai remarqué sur certains joueurs, quand ils perdent le ballon, ils reviennent, mais au petit trop. Et là, il faut vraiment qu'ils mettent de l'intensité au replacement. Et c'est ce que veut dire Didier Digard. Dès qu'il perd le ballon, dès que l'équipe perd le ballon, on doit retrouver Khéphren de suite à son poste pour justement être le premier rideau sur les actions de l'équipe adverse. Messieurs, on va passer au pour-contre, puisque vous aviez des choses à dire par rapport à ça. Alors, on a titré les joueurs avaient-ils lâché Lucien Favre? C'était pour être gentil, en fait, parce qu'en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'ils ne sont pas un peu foutus de notre gueule, les joueurs? Will, je vais te laisser la parole. Il y en a pas mal, oui. Ils se sont clairement foutus de notre gueule pour moi, parce que... Alors, oui, Didier Digard a changé des choses. Le 4-3-3, c'est déjà un changement dans tactique, animation, tout ça, c'est vrai. Mais dans les courses, faut pas me dire que c'est Didier Digard et le staff en 24 heures qui leur ont donné une énergie supplémentaire dans les courses. Moi, j'ai vu dès les premières minutes des gars qui avaient envie, qui pressaient, qui couraient, qui repliaient, qui avaient du mouvement, la board. Pépé, c'était le jour et la nuit. Pépé, Thuram, les deux meilleurs contre Montpellier, c'était deux fantômes sur les derniers matchs. Et notamment au Puy, où c'était scandaleux. Surtout de Pépé. Au Puy, franchement, c'est un scandale ce qu'il a fait. Et quand, 3 jours après, il fait un match comme ça contre Montpellier, il y a du foutage de gueule. Donc franchement, pour pas trahir de secret, un joueur notamment était très énervé contre le groupe après le licenciement de Lucien Favre, parce qu'il trouvait que certains n'avaient pas joué le jeu et avaient eu la tête de leur entraîneur par leur volonté. Donc même en interne, certains, ça les avait énervés. Bon, maintenant, on va passer à autre chose. Il y a une nouvelle vie avec Didier, une fin de saison à faire. Mais voilà, il y a un coup de gueule à faire, franchement, vis-à-vis de Lucien.
pas top l'attitude. Vincent. Bah justement, moi je pense un peu, je sais pas, je pense un peu le contraire. Justement, c'est l'entraîneur qui te donne justement cette envie parfois de te surpasser. On a tous connu, si on a fait du sport ou même à l'école, des garçons plus sensibles à notre professeur. Si t'as un professeur parfois qui t'inspire rien, bah moi j'étais dans ce cas-là, je travaillais peut-être moins. En l'occurrence, les 6 premiers mois, on a vu qu'avec Lucien Favre, ça n'a pas pris. Mais est-ce que Lucien Favre, lui aussi, aimait vraiment les joueurs qui composaient son effectif? Est-ce qu'on a senti à un moment que ça matchait entre eux? Est-ce qu'on a senti qu'ils avaient envie ensemble d'écrire leur propre histoire? Malheureusement, j'ai pas ce sentiment, et il y a des images qui ne trompent pas quand on voit Pépé, et lui il est bien placé parce que je pense que c'est un joueur qui est sujet à ses émotions et qui à la fin sentait aussi que Favre n'avait pas une grande confiance en lui. Il faisait jouer un petit peu, pas par défaut, mais parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Et quand Pépé marque, il va faire une petite accolade à Didier Digard. C'est assez révélateur de l'état d'esprit du garçon, bien ou pas bien, mais qu'il y a un nouveau souffle dans cette équipe. Et je pense que voilà, l'histoire était tout simplement finie parce que les joueurs n'avaient plus envie de travailler avec Lucien Favre. Et dès le début de saison, Lucien Favre, je ne l'ai pas senti animé d'une grande envie de travailler avec certains. L'histoire, elle l'a jamais pris. Il a été trompé sur la marchandise dès le début, Lucien Favre. Et à sa place, je pense qu'il aurait fallu qu'il démissionne dès le début de saison. On en avait fait écho très rapidement dans Nice Matin. On nous avait taxé de vouloir déstabiliser le club. Dès le mois d'août, Lucien Favre songe à se barrer. Et au final, peut-être qu'il a eu tort ou pas, mais l'histoire se termine tristement à mes yeux. Patrice, est-ce que les joueurs se sont un petit peu foutus de notre gueule sur ces 6 premiers mois? Non. Je suis pas du tout d'accord avec ça. J'ai été dans un vestiaire où il y avait des coachs avec qui ça fonctionnait, des coachs avec qui ça fonctionnait pas. J'ai jamais senti un groupe lâcher le coach. Le problème, c'est que t'as pas la même philosophie de football. C'est qu'à un moment donné, tu te reconnais plus dans ce qu'on te demande, quoi. Et tes qualités ne sont pas exploitées, tu peux pas t'exprimer comme tu veux, et fatalement, tu rentres dans un marasme un petit peu, où tu sais plus trop quoi faire sur le terrain. Et c'est ce que j'ai ressenti vraiment avec le coaching de Lucien Favre. Aujourd'hui, ils ont un entraîneur qui a un discours complètement différent. Quand tu me dis, Will, que les joueurs, ils n'ont pas changé du jour au lendemain, ils nous ont pris pour des cons. Si, ils ont changé du jour au lendemain parce que en face d'eux, tu as un entraîneur qui est capable, dans le discours, de te donner un supplément d'âme. Et moi, je me rappelle d'une année où on avait, ceux qui s'en rappellent, Rankin comme entraîneur. Michel Rankin. C'était pas un entraîneur. C'était un mec, il t'apprenait rien, il te donnait aucune consigne. Et quand derrière, pour sauver l'équipe, David, non Non, ils mettent Sylvester Takak cette année-là. Ils mettent Sylvester Takak qui nous prend un par un et il nous dit des choses qu'on n'a jamais entendues avec Rankin et qui te remettent la tête à l'endroit et qui te redonnent envie de faire les efforts sur le terrain. Patrice, mais pour te battre. Tu me parles de Michel Rankin, j'ai du respect. Non, mais qui que ce soit. On parle de Lucien Favre, qui était à Dortmund il y a 2 ans, qui avait des Haaland, des Bellingham, qui avait des gros joueurs. Et il faut pas le faire passer pour un peintre lui non plus. Je te dis pas ça. Je te dis juste que selon le discours de ton entraîneur, quel qu'il soit, Rankin, Ancelotti, qui tu veux, ça va passer ou ça va pas passer. Et quand tu es joueur, tu es sensible à tout ça. Tu es sensible à ce que va te donner le coach dans le discours, est-ce qu'il va te transmettre l'envie de te transcender sur le terrain, ou est-ce qu'il va t'enfermer dans un système que tu ne comprends pas. Et je pense que ces joueurs-là étaient enfermés dans un système surtout quand tu as autant de jeunes. Parce qu'à part il y avait un décalage, tu penses, aujourd'hui Vincent, tu penses qu'il y avait un décalage entre Lucien Favre et les jeunes joueurs en termes de génération? Tu les vois? Non, mais on le voit dès le match contre Montpellier. On voit bien que certains garçons n'ont pas eu la même attitude parce que ça n'a pas pris avec leur entraîneur, tout simplement. Entre tous les jeunes entraîneurs réussiraient. Non, mais ça dépend aussi de ce que dégage l'entraîneur. Est-ce qu'entre Kefren Turam, par exemple, et Lucien Favre, tu as senti une alchimie dès le début de saison? Pourquoi il y en avait une entre Balotelli et Lucien Favre? C'est pas un jeune joueur. Oui, Balotelli, mais là, il y a une différence de d'un joueur qui avait fait professionnalisme. Manchester City, Liverpool. Non, mais on parle juste de professionnalisme. Qui était géré parce d'une qu'on façon. On pouvait prendre le personnage était qui était absolument pas. Tu te rappelles très bien, qui était absolument pas géré par Lucien Favre. Non, mais il jouait au football. Mais on parlait de Mario Balotelli. Il n'aimait pas son coach, il n'avait pas d'atome crochet avec son coach, mais il jouait au football. Il n'avait pas besoin d'aimer son coach. Moi, je suis désolé. J'ai un cas encore plus. On va regarder Andy Delors. Il n'est pas content. Il fait du boudin. Il veut plus jouer avec Lucien Favre, tout ça. Il a fait une rentrée catastrophique contre Lens. Pas content et tout.
À Saint-Etienne, il y a un jeune qui s'appelle Jean-Philippe Crasso, qui faisait un super début de saison, qui a demandé une prolongation. On lui a pas donné. Il a vu arriver Gaëtan Charbonnier avec un gros salaire. Et au lieu de dire, je suis pas content ici et ça, il fait une entrée. C'est lui qui les fait gagner Saint-Etienne sur le dernier match. Non, voilà. Justement, c'est des garçons. Non, mais c'est ils vont intéressant chercher. que tu parles de Delors. Oui, ils Delors, vont chercher. Justement, Delors, tu dis Delors. Justement, il fait une mauvaise monsieur. entrée contre Lens. Mais contre Montpellier, il fait plutôt une bonne entrée. Ouais. On va ouvrir le dossier Mercato, ça nous donne une passe D pour évoquer justement les départs du côté de l'OGC Nice. Alors, avant de parler d'Andy Delors, il y en a un qui est à peu près sûr là maintenant, à l'heure où on enregistre cette émission, c'est le départ, Vincent, de Mario Lemina. Oui, pour 11 millions d'euros, il lui restait 18 mois de contrat. Il part à Wolverhampton, 19e de Première Ligue. Il va signer un super contrat. Sur le plan personnel, il fait je pense une belle bascule financière, il retrouve la Première Ligue. C'est un deal, j'ai envie de dire gagnant-gagnant, parce que financièrement Nice s'en sort très bien. Il faut se rappeler que l'été dernier, le board niçois qui ne voulait plus entendre parler de Lemina et même Lucien Favre n'en faisait pas. Ça rentre à Toulouse qui change tout. Absolument, ne faisait pas de Lemina l'un de ses cadres. Il était prêt, Lemina, à partir pour 0 à la Sampdoria de Gênes. Donc 6 mois après, tu le vends 11 millions d'euros. Un joueur que tu avais acheté 5. C'est bien joué. Et surtout, ça va certainement te permettre, on en parlera après, de te renforcer sur le plan offensif. Moi, j'aimerais parler de l'aspect sportif quand même, de perdre Mario Lemina, Patrice, parce qu'on l'a vu, quand Boudaoui était à moitié blessé, il est rentré, il a fait le match qu'il fallait, il a toujours tenu la baraque quasiment cette saison avec Jean-Claire Todibo également. N'est-ce pas une perte au niveau sportif que ces 11 millions ne compenseraient peut-être pas? Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'est une grosse perte au niveau sportif parce que c'était une valeur sûre depuis le début de la saison. C'était un joueur sur lequel tu pouvais compter. C'était un joueur qui a porté l'équipe au milieu de terrain pendant un petit moment. Et je me rappelle ce match à Belgrade où il avait été monumental. Je l'avais commenté ce match. Il a été monstrueux. Et franchement, sportivement, ça va être difficile de le remplacer dans l'état d'esprit et dans l'impact physique qu'il mettait au milieu du terrain. Donc, et dans la place dans le vestiaire aussi, parce que c'était un taulier dans la avec place dans Dante. le vestiaire aussi. Donc, on va voir qui vont pouvoir recruter à sa place. Mais ce joueur-là, aujourd'hui, dans l'effectif, on l'aura plus. Et trouver la même chose, c'est un peu compliqué. Oui, est-ce qu'on a besoin de recruter au poste de milieu de terrain quand Mario Lemina va partir, quand on sait qu'on a Boudaoui qui joue à sa place, on a Rosario également qui est là, et puis d'autres encore, BKBK, Ramsey, voilà. Barclay qui peut jouer au milieu de terrain. Non, moi franchement, je suis plus de l'avis de Vincent gagnant-gagnant. C'est bien, vous êtes retrouvés. Non, mais des fois on n'est pas d'accord. Non, mais tu vas demander sportivement. Non, c'est une perte sportivement, mais je pense que le vrai cap, vraiment le bouleversement de l'effectif, ce sera l'été prochain. Oui. Et est-ce que l'été prochain, dans la confection de l'effectif, est-ce qu'un Mario Lemina était indispensable à son âge et tout? Je ne pense pas. Je pense que la cellule et Florent Ghisolfi et le club travaillent sur un joueur avec les qualités de Mario Lemina, mais plus jeune. Voilà. Comme ils ont travaillé à Lens, je vois quand ils ont remplacé Cheikh Doucouré par Abdoul Samed, voilà, ils ont du savoir-faire, et je pense que ça sera pareil. On passe au dossier Andy Delors. Vincent, est-ce qu'il y a du nouveau? On sait que Nantes est très proche peut-être d'un accord avec lui. Sauf que Nice vient de vendre Lemina à 11 millions d'euros, donc ça prouve un certain savoir-faire chez Florent Ghisolfi dans les affaires. Et il fera aucun cadeau FC Nantes. Donc vous voulez Delors, ok, il n'y a pas de souci. Il faut l'acheter, il faut pas de prix. C'est temps. Alors qu'au départ, dans l'esprit d'Andy Delors, c'était éventuellement de réussir à sortir libre. Il lui reste, je crois, 3 ans et demi ou 3 ans et demi de contrat. Rêver sortir libre. Voilà, donc ce ne sera pas le cas. Et Nice veut une indemnité de transfert. Donc voilà, si Kita veut Andy Delors, il faut passer à la caisse pour permettre à l'OGC Nice de se retourner et d'acheter un attaquant. Aucun prêt n'est possible. Aucun prêt, même avec option d'achat obligatoire. Non. Parce que c'est ce qu'on dit. Peut-être avec une option d'achat obligatoire. C'est ce qu'on dit depuis le côté de Nantes. C'est d'ailleurs ce qu'avait Nice avait acheté Andy Delors comme ça. Oui. Prêt avec option d'achat obligatoire à 6 millions d'euros. Ils sont pas à l'abri, Nice, là-dessus, d'avoir grandement utilisé Andy Delors avec joie aussi, et une grande réussite, et de le revendre peut-être au même prix. Ce serait bien joué. Il faudra le remplacer, Andy Delors, s'il s'en va, et c'est notre indiscrétion de la semaine. Le GC Nice a ciblé 2 profils, avec peut-être un peu plus, avec un peu plus d'expérience, et celui de Terem Moffi, Vincent. C'est en bonne voie, les 2 clubs négocient sévère, là. Première offre à 15 millions d'euros, une deuxième à 18 millions d'euros.
Lorient, on espère entre 25 et 30. Je pense qu'à la fin, ça peut se conclure autour de 22-23. C'est déjà énorme. Ce sera éventuellement le plus gros transfert de l'histoire du club après Dolberg et Diop. Donc c'est un garçon qui a marqué 11 buts lors de la première partie de saison. Un profil derrière lequel court Nice depuis que Dieng est passé... à la trappe. C'est-à-dire un joueur qui prend la profondeur, hein, c'est ça ? Ouais, c'est un joueur hyper mobile, hyper costaud, qui marque des buts, qui attaque l'espace, qui peut être un super complément à la board, qui peut jouer sur un côté. C'est également un profil qui est validé par Didier Digard, qui a aussi besoin d'un joueur de ce profil-là, comme Lucien Favre précédemment. Voilà, peut-être que Didier Digard il va avoir le privilège d'avoir des atouts à l'inverse de Lucien Favre. Reste la question de l'indemnité de transfert, 25 millions pour Terran Moffi, ou peut-être un peu moins. Will, t'en penses quoi ? J'en pense qu'il faut les mettre. À un moment donné, Ineos se veut ambitieux, dit avoir des moyens. Alors la peur qu'ils avaient à un moment donné, c'était de ne pas vouloir surpayer pour que derrière, après, on les prenne aussi pour des pigeons. Mais là, aujourd'hui, tu as vraiment besoin d'un attaquant. Ça vaut, et en plus, je pense que c'est pas un prix exorbitant parce que c'est vraiment un très bon joueur. Donc, il faut les mettre. Non, et puis surtout, quand tu sais bien vendre, comme sur le cas de Lemina, tu as peut-être moins de scrupules à bien acheter ou de te faire un peu avoir. Parce que tu sais en fait ce que ça fait. 11 millions pour les Mina, tu peux un peu surpayer Moffi peut-être. Voilà. Autre piste ciblée, Vincent, celle du Montpellierin, Wai. Ouais, mais ça sera plus compliqué parce que Montpellier n'a pas l'intention du tout de le libérer cet hiver. C'est un joueur qui plaît à énormément de clubs. Hein. Il a atteint 20 buts en Ligue 1, je crois, à tout juste 20 ans. Seul Mbappé avait réussi cet exploit avant lui. Il a été absolument catastrophique contre Nice, mais comme toute l'équipe de Montpellier, voilà, parce qu'il est tombé sur une charnière de très très haut niveau et un Jean-Claire Todibo de niveau international, mais ça sera plus compliqué. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que la piste Moffi est très très chaude. Et la plus avancée. La plus avancée. Exactement. On va passer à ce match contre Reims dimanche après-midi à 15h. On va d'abord voir le classement de cette Ligue 1 avec l'OGC Nice qui a grimpé d'une place grâce à cette victoire face à Montpellier qui se retrouve dorénavant 10e au classement. Messieurs, il reste 20 matchs. Hein. Il reste 20 matchs, c'est vrai, puisqu'on n'en est pas encore à la mi-championnat. Ça sera le cas après ce match-là. Le plus dur, c'est toujours de confirmer, Patrice. Oui, c'est le plus dur, c'est de confirmer. Après, on va les attendre, je pense, moi, c'est dans l'attitude. Après, d'avoir le même rendement sur ce match contre Reims, ça va être compliqué. Ça, déjà, c'est pas la même équipe, c'est pas la même façon de jouer. Et moi, ce que j'attends de l'OGC Nice, c'est qu'il montre autant de vertus et à la récupération du ballon et à dans l'animation offensive. Donc, l'attitude et les efforts qui doivent tout faire ensemble pour être rassurés au moins à ce niveau-là. On va écouter Didier Digard, l'entraîneur de l'OGC Nice, sur cette équipe de Reims qu'il a déjà beaucoup observé. J'ai vu beaucoup de bonnes choses. Ils sont sur une dynamique très impressionnante avec 10 matchs sans défaite. Le contenu de leurs prestations est très intéressant. Une équipe qui fait beaucoup d'efforts, qui encaisse très peu de buts, qui se projette vite vers l'avant, des contre-pressing, des attaquants vraiment intéressants. Il y a beaucoup de prise de risque défensive, ils viennent beaucoup chercher. Non, c'est vraiment une très belle équipe, ça va être un match très intéressant. Voilà, un match très intéressant qui attend les Niçois avec une compo probable. Will, là, c'est peut-être la plus facile que tu as à faire depuis le début de cette émission. On ne change pas l'équipe qui gagne. D'ailleurs, au final, la semaine dernière, je t'ai pas ressorti la séquence, mais j'avais beaucoup raison sur les compos programmes avec la titularisation de Barclay. Et tout ça. Barclay, tu voulais le mettre sur le côté gauche. Il a fini. Il a joué quand même. Non, mais t'étais à côté de la plaque, arrête. Il a pris ça en de vie. Je vais te la ressortir la séquence. Heureusement, c'est filmé. Ouais, je vais te la ressortir la séquence, tu le mérites. Allez, vas-y sur celle-là. Elle sera plus simple. On se calme, on va demander la VAR. Elle sera plus simple celle-là parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, le contenu était excellent et puis l'OGC Nice ne va plus jouer pendant 14 jours donc il n'y a plus de question de gestion. Explique-moi, parce qu'il y a un match de Coupe de France samedi prochain, donc Nice est éliminé, donc Nice ne joue pas. Les héros du Puy-en-Velay ont éliminé. Ils sont reposés en plus. Hein. Ouais. Après, je sais pas, Rennes et au Puy, bon. Voilà. Donc oui, la même compo. Donc ce 4-3-3 qui a très bien marché avec Boudaoui en sentinelle. Justement, si Didier Digard l'a sorti contre Montpellier, c'était pour le préserver en vue de ce match-là, parce que Boudaoui n'avait rien au final. Ah oui. Et donc ça marche bien. Pépé, Laborde de Diop, ce trio devant. Diop, on attend un petit peu plus, mais sinon c'est un beau schéma.
Belle animation. Belle animation offensive. Évidemment, Patrice, là, il n'y a aucun problème sur cette équipe-là. Elle doit confirmer à Reims, on ne change rien. Exactement, une équipe qui gagne, surtout de la façon dont ils ont gagné, tu la changes pas, tu la bouges pas, tu capitalises dessus. Et c'est ce que va faire Didier Digard, je pense. Et encore une fois, voilà, juste l'attitude, avoir la même attitude sur le terrain. Après, on ne sait pas, peut-être c'est un coach, il sort Pépé, il sort Thuram. Ça m'étonnerait. Il prend des risques. Peut-être, ouais. Ça serait assez étonnant. Allez, on passe au cadeau de la semaine. Alors évidemment, personne n'a gagné le maillot de Dante la semaine dernière, puisque personne... Je pensais que c'était le maillot de Patrice Alberganti. Non, c'est pas le maillot, c'est encore celui de Dante dédicacé. Peut-être que Patrice nous offrira son maillot. Personne n'a pronostiqué la semaine dernière la défaite de Nice 1-0 au Puy-en-Velay, donc on remet le maillot de Dante en jeu. Et pour cela, il faut pronostiquer le bon score entre Reims et Nice avec le nom des buteurs et le hashtag Gymtonic. Si on avait fait le pronostic sur Nice-Montpellier, je pense que personne n'aurait trouvé le 6-1. On a hésité à le remettre en jeu à ce moment-là, mais tu aurais joué le 6-1. Non, là il faut trouver le score de Reims. Nice et donc gagner le maillot du commandante. On passe au Souviens-toi, un Souviens-toi spécial Didier Digard, mon cher Vincent. Et ouais, ça ne nous rajeunit pas. Je pense qu'on était ensemble, oui. Mika, il y a 13 ans, dans cette petite salle de l'ancien centre d'entraînement de l'OGC Nice. Il y avait le dénommé Didier Olé-Nicole, coach de l'OGC Nice, Eric Roy qui en était le directeur sportif et Didier Digard, tout fraîchement âgé de 26 ans avec un magnifique col roulé. Il y avait moins de flow à ce moment-là que mercredi sur le banc. Il avait signé en provenance, il avait été prêté par Middlesbrough. Et très rapidement, il était devenu l'un des leaders de cette équipe. Il était arrivé le même mois que Renato Sivelli. Ces deux garçons sont devenus par la suite les deux leaders jusqu'en 2013, les deux tauliers. Même des fois, on se... Ils ont longtemps été un petit peu sur des courants assez différents, mais ils ont fini par très bien s'entendre et amener l'OGC Nice à une brillante 4e place. On se rappelle de la saison exceptionnelle sous Claude Puel, 2012-2013, avec Zvitanic, Estéric, Boteac et Digard et Sivelli. Une longue histoire donc entre l'OGC Nice et Didier Digard, 13 ans déjà. Je pense qu'il ne s'attendait pas il y a 13 ans à devenir numéro 1 de cette équipe-là. Même quand il revient à l'OGC Nice en 2019, il n'est qu'adjoint en U17 et il a gravi rapidement les marches jusqu'à devenir donc l'un des plus jeunes entraîneurs de l'histoire du club. Il faudrait ressortir les archives, il faudrait demander à Philippe Camps, qui doit peut-être être dans sa salle à archives chez lui là, mais on attend de voir. Philippe, mais je pense qu'il est en train de peut-être faire son book sur Dominique Baratelli pour la 15e fois. Mais c'est bien, tu l'auras cité au moins. Tu l'auras cité dans l'émission, parce qu'on l'a pas fait la semaine dernière. Bravo. Mais belle histoire entre Digard et l'OGC Nice. Et il représente quand même beaucoup pour ce club-là. Il a porté fièrement le brassard de capitaine. Et on a rapidement, là, depuis quelques heures, appelé ses anciens coéquipiers pour savoir comment il était. Nous, on l'a connu de très près à l'époque, mais tout le monde nous dit c'est l'homme de la situation pour un petit peu relever ce challenge-là. Parce qu'avec les jeunes, ça va passer. Parce qu'il nous le répète depuis qu'il a pris l'équipe, il n'a aucune peur. Il est là parce qu'il doit être là. Et voilà, on lui souhaite que du bon avec ses adjoints, Fred Joria et Julien Sablé. Non, c'est une belle équipe, on a envie qu'ils réussissent en tout cas. Tu parlais d'identité, Patrice, 3 capitaines de l'OGC Nice qui sont aujourd'hui à la tête du club. Ouais, 3 capitaines qui avaient un petit peu le même profil, des joueurs qui travaillaient pour l'équipe, qui ont toujours été des aboyeurs, des mecs qui mouillaient le maillot, des joueurs qui avaient envie de se dépouiller sur le terrain. Et on l'a vu pendant la prise de fonction de Didier Digard. Ils incarnent tous les 3 cette identité niçoise qui nous faisait, à mon avis, un petit peu défaut. La grinta, avoir envie d'aller conquérir le ballon, défendre tous ensemble. Et franchement, ça peut le faire. Franchement, ça peut le faire. Tu veux tousser, Patou? Un petit chat dans la gorge. Il n'y a pas d'eau. Mais s'il y en a de l'eau. Il y a toujours de l'eau sur le plateau de Gymto. Allez, on va te laisser te... il est dans son boulot, une signature. Là. On va te libérer, mon cher Patrice, avant la deuxième partie de cette émission. Merci beaucoup, en tous les cas, d'avoir été avec nous. Tu es chez toi aussi. On va aussi libérer Vincent, qui... Vous m'écartez plutôt. Parce qu'en gros, je comprends rien au MMA, c'est ça, ok? Parce que
que dans cette deuxième partie de Il y a le profil l'émission. un peu du mec du MMA. C'est grave. J'ai juste le profil en ce moment d'un joueur de paddle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Dans c'est les vrai, légers, le rendez-vous est pris. Allez, on va se quitter pour cette première partie d'émission et on va recevoir dans quelques instants Manon Fiorot, la sportive azuréenne de l'année, élue par les lecteurs de Nice Matin. On va vous montrer quelques images de Manon Fiorot et on revient tout de suite après. Et nous avons l'immense plaisir d'accueillir sur le plateau de Gym Tonic la championne azuréenne de l'année élue par les lecteurs de Nice Matin. Il s'agit donc de Manon Fiorot. Salut Manon. Salut, merci de m'inviter ici. Félicitations pour avoir été élue par Nice Matin et par ses lecteurs pour sportif de l'année. À ses côtés, c'est Antoine Pierini, l'artiste verrier qui a conçu ce magnifique trophée que l'on va voir. Et Antoine, je te propose directement de remettre à Manon son trophée d'artiste de l'année. Félicitations. Merci beaucoup. Et voilà donc Manon Fiorot qui a été... lui, il est lourd, hein, il a l'air d'être lourd. Il a l'air d'être lourd, ce trophée. Nous a rejoint sur le plateau de Gym Tonic Romain Laronche. Romain, tu vas nous expliquer un petit peu alors comment sont passés les votes. Évidemment, c'est un trophée qu'on a l'habitude d'avoir du vote Nice Matin. Voilà, ça fait depuis 2012 qu'on l'a lancé, donc ça fait 10 ans. Et donc chaque année, en fin d'année, la rédaction des sports sélectionne 10 sportifs qui ont marqué l'année. Chacun donne une liste et ceux qui ont le plus de voix participent à cette élection. Et ensuite, c'est les lecteurs qui déterminent le champion de l'année. Et là, c'était très très serré jusqu'au dernier jour entre Loïc Bruni, qui a été champion du monde de descente cette année, le pilote kényois, VTT. Cinquième fois champion du monde, et Manon. Et ça s'est joué vraiment au dernier jour, à quelques voix. Il y a eu 39 voix d'écart. Ah oui, très serré. Un vote très serré. Et ça montre aussi la performance de l'année sportive de Manon. C'est parce que dans cette liste, il y avait donc Loïc Bruni, champion du monde de VTT, Hugo Lloris, vice-champion du monde de foot, Charles Leclerc, aussi vice-champion du monde de Formule 1, Fabio Quartararo, vice-champion du monde de MotoGP, Mike James qui a marqué l'année du basket à Monaco. Enfin, il y a beaucoup de grands champions. Donc ça montre encore plus son année. Première réaction, Manon? Ça me fait énormément plaisir d'avoir ce trophée. Comme il l'a dit, il y avait de très grands sportifs autour de moi et surtout des sports qui sont plus populaires. Donc non, ça fait vraiment plaisir pour moi et pour mon sport, le MMA, d'avoir remporté ce trophée. Un petit mot sur le trophée justement, Antoine, décris-nous-le un peu. Tu as voulu mettre un gant de boxe, c'est ça? Quelque chose comme ça? Oui, ça représente un petit peu la forme d'un gant de boxe, mais de manière abstraite. Et là, ce qui est intéressant dans ces sculptures, c'est dans la masse, donc c'est des pièces très lourdes, mais elles paraissent légères au regard. Voilà, il y a des bandes de couleurs qui flottent dans le verre transparent. Alors, Will, tu vas nous parler un petit peu de Manon. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, et ils ont tort de ne pas connaître Manon, parce que c'est une vraie guerrière. Hein. Ouais, Manon, personnellement, j'ai découvert quand elle a commencé à l'UFC, parce que dans les autres fédérations, je n'avais pas vraiment de visibilité. Et puis après, en s'intéressant à son parcours, c'est là que j'ai remarqué que c'était déjà une championne, qui avait déjà 2 ceintures de championne du monde, qui avait fait un parcours assez atypique aussi. Elle est passée par différentes disciplines, le karaté et même le snowboard, on en parlera tout à l'heure. Et sur le ring, dans la cage plutôt, Manon, c'est une drôle de guerrière. Elle est surnommée la bête, parce qu'elle fait... The Beast. Elle fait très mal à ses adversaires. Elle a pas l'air comme ça. Hein. Non, elle a pas l'air. Mais derrière ce visage d'ange, elle se cache une vraie guerrière, une vraie combattante qui gagne souvent par KO.
qui reste invaincu à l'UFC. Donc, il faut dire qu'à l'UFC, qui est la plus prestigieuse des fédérations de MMA, fédération américaine, aucune Française n'avait gagné un combat. Non seulement Manon a gagné son premier combat, mais elle a gagné surtout les 5 combats dans cette fédération. Donc, aujourd'hui, elle est numéro 1 de sa catégorie, donc juste derrière la championne. Donc, Manon, c'est peut-être la championne du monde 2023. Et puis, puisqu'on est sur le plateau de Gymtonic, vraie niçoise en plus, hein, Manon, née à Nice. Oui, et ça, tu as né fait. à Nice, grandi à Nice, et jusqu'à maintenant, j'ai fait tous mes camps d'entraînement ici à Nice. Ouais. Et alors c'est vrai qu'on a l'image d'un sport qui se développe énormément aux États-Unis, qui commence à se développer également en France. Toi, tu as choisi de développer ce sport ici en France et en particulier en restant à Nice. Ouais, c'est ça. Après, on a de très bons entraîneurs et surtout un qui est Aldric Cassata, donc qui m'a entraîné au MMA. Et lui a dû au début partir aux États-Unis parce que à l'époque il n'y avait pas encore vraiment d'entraîneur de MMA. Mais c'est vrai que maintenant lui, déjà, il a les connaissances. Comme n'importe quel autre grand entraîneur qu'il y a aux États-Unis. Et moi, j'ai tout ce qu'il faut à Nice, des sparring. On a des filles aussi qui sont très fortes, par exemple en boxe anglaise. On a la championne de France de boxe anglaise, Naed Korchi, avec qui j'ai mis les gants, qui m'a servi de sparring. Des filles qui viennent du jiu-jitsu. Enfin, on a de très grandes sportives aussi à Nice, que ce soit filles ou garçons. Et du coup, jusqu'à maintenant, j'ai pu faire tous mes camps d'entraînement ici à Nice. On va citer le club, le Boxing Squad, qui est vraiment un club qui compte aujourd'hui dans le panorama du MMA en France et maintenant mondialement. Peut-être revenir sur ton parcours, Manon. Comment on vient au MMA alors ? Alors moi, j'ai commencé d'abord par le karaté, puisque quand j'étais petite, je connaissais pas du tout le MMA. Mon papa venait de la lutte, et en fait, il y avait un club de karaté à côté de la maison de la caserne des pompiers, où il y avait un grand champion, Christophe Pina, un niçois aussi, que j'ai pris pour exemple au début. Donc au début, je voulais vraiment faire carrière dans le karaté. J'avais comme exemple Christophe, je m'entraînais, ça a été un de mes premiers professeurs de karaté. Et après, petit à petit, j'ai découvert la boxe un peu plus tard. Le kickboxing et le karaté, c'était un sport à la touche. Donc c'est vrai que des fois, pour moi, c'était compliqué. J'aimais bien frapper, envoyer les coups. Et c'est vrai qu'au karaté, des fois, j'avais du mal et ça me portait... je perdais des combats presque à cause de ça. Du coup, j'ai découvert le box style, le kickboxing et après le jiu-jitsu. Et plus tard, quand j'étais en kickboxing, on m'a parlé du MMA. Et du coup, j'ai vu que ça mélangeait un peu tous les sports de combat que j'avais déjà fait. J'avais toujours voulu pratiquer la lutte, qui était un sport que mon papa avait fait. Et du coup, j'ai commencé comme ça, le MMA. Et voilà. C'est un sport où on dit que tous les coups sont permis, c'est ça le MMA, pour ceux qui ne connaissent pas bien la discipline ? Oui, c'est ce qu'on dit. Après, c'est pas du tout le cas. Il y a énormément de règles. Après, moi, je dirais plutôt que c'est l'ensemble de tous les sports de combat, que ce soit même des sports olympiques, parce qu'on y retrouve la lutte, il y a le judo, il y a beaucoup de judokas qui viennent au MMA aussi, le karaté aussi que j'ai pratiqué, la boxe. Donc en fait, c'est juste l'ensemble un peu de tous ces sports-là. Alors toi, tu es forte au sol, tu es forte à peu près sur tous les domaines du MMA. Moi, à la base, je suis vraiment une striker, donc j'aime bien le combat debout puisque j'ai commencé par le karaté. Mais là, au fil des années, et puis en m'étant entraînée avec Aldric, qui lui, sa spécialité, c'est plutôt la lutte et le sol, maintenant, c'est vrai que je suis une combattante plutôt complète. On s'entraîne comment alors ? C'est quoi une semaine type d'entraînement pour toi ? Alors déjà, c'est entraînement 6 jours sur 7, 2 fois par jour. Après, au milieu de ça, il y a aussi de la prépa physique, 2 à 3 fois par semaine. Et après, c'est matin, après-midi. Ça peut être justement le matin, on va pratiquer plutôt le striking, la boxe, le karaté, le box style. L'après-midi, ça va être plus du sol, de la lutte ou du jiu-jitsu. Entre ça, il y a beaucoup de soins, de kiné, de récup. Et voilà, après, c'est tous les jours, 2 fois par jour. Tu as un clan qui est assez fourni parce qu'il y a Aldric, ton coach, mais il y a aussi Christophe Midou. Il y a des gens importants dans ton clan. Est-ce que tu peux nous en parler ? Qu'est-ce qu'ils t'apportent chacun ? Alors, Christophe Midou, par contre, il n'est pas ici à Nice. Mais en fait, lui, il est là sur quand je combats, en fait, sur la Fight Week, donc la semaine d'avant-combat. Lui, il m'apporte déjà... ça a été le coach d'un grand champion de Georges Saint-Pierre. Donc déjà, c'est un honneur pour moi qu'il soit là dans mon coin. Il a une grande expérience du coup de l'UFC, des combats. Lui aussi, il a été un des premiers Français à combattre à l'UFC. Donc il m'apporte beaucoup de soutien, beaucoup de force. Et voilà, ça m'aide vraiment. Le fait qu'il soit là dans mon coin, qu'il me donne ses conseils, ça m'aide beaucoup. Après, ici à Nice, du coup, c'est Aldric Cassata qui est le head coach, donc qui dirige tout l'entraînement. Et autour de ça, j'ai un coach spécialisé en jiu-jitsu, Jerry. J'ai un coach plutôt en striking. Après, j'ai tous mes sparring. J'ai Miguel Haro, qui est un combattant professionnel ici du club, qui a près de mon poids.
Comme j'ai dit, beaucoup de filles aussi de la boxe anglaise ou d'autres disciplines qui viennent s'entraîner à moi. Donc il y a vraiment en fait une grosse équipe autour de moi qui voilà. Donc pour te permettre de travailler toutes les facettes du combat. C'est ça. Et c'est une discipline aussi qui commence à séduire même les enfants, hein, parce qu'on voit maintenant que dans les clubs, eh bien, des enfants, il y a des cours de MMA. Ouais, c'est ça. Nous, on a 2 salles à Nice, donc une à Nice-Ouest et une à Nice-Nord. Et la section enfants se développe de plus en plus. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'on voit aussi beaucoup de filles qui commencent aussi le MMA. Et puis, il faut prévenir les parents. Hein, c'est pas... Voilà, c'est un sport quand même assez... costaud, mais on va dire que voilà. Chez les enfants, on n'appuie pas les coups. Ça reste, c'est à la touche et on apprend surtout la technique, apprendre à tomber, à se relever. Voilà. C'est une discipline fraîchement légalisée en France, hein, c'est pas vieux. Aujourd'hui, on a eu le premier événement en France en 2022 de l'UFC. Ça a été une réussite magnifique. Donc il y a d'autres fédérations maintenant qui vont créer leur événement. Ça y est, là, c'est en train de partir et je pense que vraiment, là, en France, le MMA est en train d'exploser. Peut-être, oui, surtout sur ta préparation, est-ce que tu combats contre des filles, est-ce que c'est contre des hommes? Comment tu fais pour trouver tes... Il y a un peu des deux. J'ai des filles qui viennent, après pas un MMA, parce qu'il n'y a pas vraiment de combattantes de MMA, par contre à Nice. Mais après, la plupart de mes sparring, c'est quand même des hommes, oui. Ok, et alors, ça se passe comment? Ça se passe bien. C'est vrai que on va parler maintenant un petit peu de tes ambitions, de tes objectifs avec ce titre de championne du monde que tu vises évidemment. Ça s'est bien passé sur ton dernier combat. Alors bien passé, tu l'as gagné, oui, c'est vrai, mais il y a une chose qu'on a nous pas vu, hein. Will, on a regardé le combat, on s'en est pas du tout rendu compte. Non, et puis je sais pas si son coin s'en était rendu compte aussi sur le coup, parce que Manon, elle ne l'a pas dit tout de suite, mais explique-nous, donc tu as ressenti une vive douleur au genou pendant le combat. Après j'avais déjà une petite blessure au genou, mais c'était censé être réparé, donc j'avais d'abord une rupture partielle du ligament croisé, et c'est vrai que pendant le combat au premier round, moi j'ai entendu mon genou craquer. Après, c'est vrai que pendant le combat, avec l'adrénaline et tout, on sent pas forcément la douleur, mais je sentais que ça tenait pas super. Donc en fait, je pense que mes coachs ça se sont aperçus puisque j'en voyais pas les jambes. Dans tous mes combats, j'en vois toujours des jambes, des coups de pied, tout ça. Là, j'en ai pas, pratiquement pas. Après, j'ai préféré pas le dire et rester vraiment concentré sur mon combat. Et après, maintenant, j'ai la chance d'avoir plusieurs armes pour gagner le combat. On avait beaucoup travaillé la boxe anglaise. Et donc voilà, j'ai gagné ce combat autrement avec d'autres armes. Gagné au point, mais c'est assez incroyable. Oui, nous, on côtoie les footballeurs à longueur d'années qui se font souvent cette blessure des ligaments croisés. Manon, elle a fait 4 rounds, donc en plus... 3 rounds. Avec une rupture des ligaments croisés. Ça démontre qu'au-delà de sa force physique, de son talent de strikeuse, de combattante, elle a aussi un mental de fou, parce que franchement, c'était un combat très très important pour Manon. C'est vraiment le combat qui l'a positionné ou pas pour la ceinture, et elle a assumé son statut, elle a assuré, et en serrant les dents, et puis elle a gagné sans discussion, elle a gagné au point, mais les 3 à l'unanimité des juges, il n'y avait pas photo, quoi. Ton coach justement disait tes principales qualités dans un papier de William, c'est l'explosivité, l'endurance et la résilience. T'es d'accord avec ça pour être une bonne combattante MMA? C'est ton cas. C'est ce qu'il faut mettre en avant? Oui, je pense que c'est des qualités qu'il faut pour devenir une bonne combattante. Je dirais particulièrement la résilience, parce que en fait, même n'importe quel sportif de haut niveau, il y a vraiment beaucoup d'étapes en fait à surmonter et à passer. Et je pense que pour arriver vraiment en haut, il faut savoir passer toutes ces étapes, les blessures, il peut arriver de perdre des combats, de surmonter tout ça. Et voilà, je pense que c'est ça qui fait vraiment un athlète de très haut niveau. C'est ta première grosse blessure, là, les croisés, ou tu en as eu d'autres de ce type-là, et on revient toujours plus fort? C'est ça. En fait, je me suis déjà fait cette blessure-là sur l'autre jambe. Je me suis déjà fait les croisés. Maintenant, c'est fait. Voilà, c'est ça, à gauche. Donc, c'était un karaté, et pareil, c'était... Je venais d'être sélectionnée pour les championnats du monde de karaté. Et voilà, pareil, il y a eu cette blessure-là. Je suis remontée. Et après, ça m'a fait passer à autre chose. En fait, c'est un peu grâce à cette première blessure que je suis passée après au sport de combat avec plus de contact. Alors maintenant, on imagine que ton calendrier a été un petit peu chamboulé, hein, évidemment, par rapport à ce titre de championne du monde que tu projetais. Tu es arrêtée là pour le moment, mais évidemment toujours dans l'esprit de revenir, comme on le disait, encore plus forte. Oui, c'est ça. Là, on vise le retour en août.
Après, j'aimerais bien, là, vu que je suis classée numéro 1 de la catégorie, j'aimerais quand même faire un combat de reprise, et surtout un combat en 5 rounds, parce que quand on combat pour une ceinture, c'est différent, le format. C'est sur 5 rounds, alors que jusqu'à maintenant, j'ai combattu sur 3 rounds. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est faire un combat de reprise en 5 rounds en août, et après pouvoir affronter Valentina, la championne pour la ceinture. C'est des rounds de 5 minutes, à rappeler, donc c'est des rounds très longs. Dans une cage où on peut pas s'échapper. Voilà, donc 3 fois 5, déjà un bon quart d'heure dans la cage, c'est déjà costaud. Moi, tu me laisses pas 5 minutes, juste un round. Tu me laisses pas 5 secondes. donc déjà, et puis voilà, oui, 5 rounds, parce que pour la ceinture, c'est 5 rounds, et pour un main event, donc je pense que c'est l'objectif de Manon et de son crew, c'est d'avoir un main event, 5 rounds, pour se préparer et être sûr de pouvoir être prête pour la ceinture. Moi, j'aurais aimé revenir avec toi, Manon. C'est un parcours quand même pas classique. Avant de venir au sport de combat, tu es passé par le snowboard. Tu as même été championne de France de snowboard. Ouais, c'est ça. En fait, là, c'était un peu, pas par hasard, mais quand j'ai dû passer au collège, j'ai dû aller en internat en fait, à Saint-Étienne-de-Tinée, où il y avait une option sport-études, enfin ski, forcément. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et comme un peu tous les sports que je pratique, je suis vite montée, j'ai vite eu un bon niveau. Et du coup, en fait, ça s'est fait comme ça. Je crois que dès la 2e année, j'ai remporté le championnat de France. Et j'ai continué pendant 5-6 ans. Après, pareil, il y a eu aussi des blessures en snowboard. Je me suis cassé 2 fois les avant-bras. Donc ça m'a aussi un peu stoppé. En fait, je me suis peut-être plus blessée en snowboard qu'en MMA, en fait. Voilà, c'est à tes radios qu'on te reconnaît aussi, quoi. Si on regarde tes radios, on va dire, ah tiens, ça c'est Manon Fiorot. Antoine, le trophée il est dans de très bonnes mains, là. Hein. On le voit. Hein. Ouais, il va être difficile à casser sûr. Alors parle-nous un petit peu, toi, de ton activité d'artiste verrier, Antoine. Je suis issu d'une famille de verriers, d'artistes, et c'est une vraie passion. Hein. C'est un plaisir tous les jours. Toi aussi, tu es de la région, oui, évidemment. Oui, je suis né à Antibes, je vis à Biot, je travaille à Biot. L'atelier est à Biot, hein? Oui. Et j'ai plusieurs casquettes aussi. Je suis artiste, je travaille des fois en tant que designer, mais aussi je dirige un centre de verre contemporain où j'accueille d'autres artistes internationaux. D'accord. Voilà. Et tu as une actualité, puisqu'il part demain à New York, Antoine. Bon voyage. Merci. Manon, le combat pour la ceinture, parce qu'on dit aussi la ceinture, j'imagine, de championne du monde, tu aimerais le faire ici en France ou c'est peut-être pas encore possible et ce sera plutôt aux États-Unis? Moi, le rêve serait peut-être de le faire en France, mais si l'UFC vient en France en août, ça risque d'être compliqué, donc je pense que ça se fera aux États-Unis. À Las Vegas, dans des villes comme ça. Je pense Las Vegas. C'est une ville que tu connais par cœur. Hein, oui, j'ai déjà combattu 3 fois là-bas. Je l'apprécie pas spécialement, mais bon. Même si c'est pas pour la ceinture, on peut espérer peut-être qu'elle fasse son retour pour un main event français. Oui, voilà, ça c'est possible par contre. Pour mon retour en août, c'est fort possible que l'UFC soit en France. Ça serait pas mal. Donc le premier événement dont j'avais parlé tout à l'heure est Cyril Gane, qui est un peu l'équivalent de Manon chez les hommes, donc le numéro 1 français, qui avait combattu en main event à Paris et ça avait fait un combat exceptionnel. Et d'ailleurs, l'UFC c'est un peu pris d'amour pour la France et je pense qu'on va avoir de plus en plus d'événements. Puisque tu es niçoise, tu suis un peu le football, le GC Nice, pas trop. Moi, de loin, on va dire ça comme ça. Plus ton coach Aldric qui est passé par le foot. Oui, c'est ça, voilà. Mon coach, oui. Que l'on salue, il est pas très loin. Non, il est pas très loin. Bon. Peut-être au-delà de ta carrière de combattante, est-ce que tu te sens un rôle encore plus important de développer cette discipline? D'ambassadrice, Oui, c'est vrai que maintenant, c'est pour moi une fierté que je vois de plus en plus de filles, justement, comme je disais, qui se mettent au sport et qui se mettent au MMA surtout, et qui me prennent un peu comme exemple. Donc oui, pour moi, c'est une fierté, et voilà, si ça peut aider d'autres filles à aller vers ce sport, puisque je pense que c'est vraiment un sport, surtout pour une fille, qui aide beaucoup, surtout au niveau cardio, au niveau confiance en soi. Donc oui, si je peux développer vraiment ce côté-là, ça me fait vraiment plaisir. Combien de temps ça dure une carrière de MMA? Alors ça dépend à quel âge on la commence. Mais après, c'est vrai que dans le MMA, disons que les champions sont tous...
Ça arrive plutôt tard en fait, Ouais. plus vers la trentaine en Ouais. fait, qu'on arrive vraiment à son meilleur niveau, parce qu'il y a beaucoup de disciplines à apprendre. C'est ça, c'est arriver Donc, à maturité voilà, dans toutes c'est les ça. disciplines. Donc ouais. c'est quand même assez tard. Après, il y a des combattants qui combattent jusqu'à 37, 38 ans, voire même 40, sur les poids lourds. Toi, tu as 32 ans, t'as encore un peu de temps. 32 ans. Moi, Ouais. moi déjà, je veux prendre la ceinture, c'est l'objectif numéro 1. Et après, je me donne encore 4 ans. 4 ans pour réussir, Ouais. évidemment, et garder ce Et garder ce la haut ceinture, niveau. ouais. Évidemment. Est-ce qu'on en vit bien du MMA? Au début, c'est très compliqué. Après, quand on signe à l'UFC, on a déjà passé un niveau. Mais après, il suffit pas de signer à l'UFC pour vraiment bien vivre. Il faut vraiment arriver, on va dire, dans le top 10 de l'UFC. Là, oui, on commence à bien vivre. D'accord, donc en France, il y a quasiment que toi qui peux en vivre. En France, on est 5, je pense à peu près 5 combattants à vivre. Il y a d'autres grandes organisations aussi, autres que l'UFC, comme le Bellator ou le KSW aussi. On a des Français qui sont très bien classés. Mais oui, je pense qu'on est 4 athlètes à vraiment bien vivre en France. L'UFC, c'est l'UFC, c'est la plus grosse organisation. La plus grosse organisation. Il y a d'ailleurs un Français qui combat samedi en main event à l'UFC, Nassourdine Imavov, qui a un combat lui aussi très important pour rentrer dans le top 10 de sa catégorie. Oui, et je voulais revenir aussi sur une autre anecdote avec toi, Manon, c'est que tu t'es révélé à travers une émission de télé-réalité en Afrique du Sud. Si tu peux développer un peu ça. J'ai une de tes adversaires qui s'en souvient très bien. Émission de télé-réalité de MMA. Alors moi, j'en garde pas forcément un bon souvenir, même si ça s'est bien terminé. Et c'est vrai que ça m'a un peu lancé ma carrière à MMA. Mais l'histoire à la base, c'est que c'est Aldric qui m'a trouvé cette émission. J'étais championne du monde amateur. Et en fait, c'était compliqué de me trouver des combats en professionnel pour débuter ma carrière. Du coup, on a eu cette occasion, mais il fallait parler anglais, chose que je faisais pas du tout à l'époque. C'était en Australie, C'était en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Donc, je parlais pas anglais. Aldric avait menti en disant que je parlais très bien anglais. C'est pas bien ça, Aldric. Voilà. Après, du coup, quand je suis arrivée là-bas, on était une dizaine de filles. Là, en arrivant en plus, je croise une fille que j'avais déjà combattue en amateur et qui avait gagné contre moi, donc contre qui j'avais perdu. Donc ça a été, ouais. En fait, ça a été 2 mois vraiment compliqués parce que du coup, je parlais à personne, je comprenais rien. Les journées, elles étaient super longues parce que je comprenais pas. Le matin, on partait à un endroit, moi, je prenais jamais les bonnes affaires, le truc. Je savais pas si on allait rentrer à l'hôtel. Ça devait faire de bonnes séquences, non, pour la je sais pas. Mais non, parce que je parlais pas trop. Enfin, c'était compliqué. J'appelais Aldric, je pleurais le soir. Je disais, j'en ai marre, j'ai passé la journée, j'ai rien compris à ce qu'il fallait faire. Mais bon. Le producteur a même appelé Aldric au début, il a dit ouais ça va pas, j'avais pas encore combattu et en plus je suis passée dans les dernières donc il appelle, il dit je pense que ça va pas être possible, Manon elle parle pas et tout, et lui il dit non mais elle est très timide, vous inquiétez pas, laissez-la faire le premier combat, après on verra. Donc là toutes les filles avaient déjà combattu, j'étais dans les derniers combats en plus et forcément je combats et je mets la fille KO au premier round, il n'y avait pas encore eu de KO dans tous les combats donc là forcément le producteur dit ah elle est super et tout, et là il appelle Aldric, il dit si tu veux venir nous rejoindre à l'émission, comme ça j'ai bien compris qu'elle parlait pas anglais, mais comme ça tu pourras traduire et ça va un peu mieux, et voilà. Après du coup j'ai gagné cette émission. Oui, tu les as toutes fracassées. T'avais un peu traumatisé tes adversaires. Il y en a certaines qui avaient pleuré en voyant une sortir sur civière. C'est mon premier combat en fait, parce qu'en fait on est 2 équipes qui s'affrontaient et c'était la fille de l'autre équipe et il y avait toutes ses partenaires qui pleuraient parce qu'elle était sortie sur la civière. Elle avait une boisse que j'avais jamais vu ça. Voilà, la bête avait frappé. Voilà. C'est de là que tu as gagné ce surnom. Ouais, non, c'est venu après, mais je sais pas trop si ça a commencé, sûrement. Ouais. Ça y a participé. En tout cas, ça t'a mis le pied à l'étrier. C'est ça, en fait, c'est ce qui a lancé ma carrière, et c'est là que j'ai pris ma première ceinture mondiale à l'UFC. En fait, la fille qui gagnait cette émission gagnait le droit de combattre contre la championne d'Afrique du Sud qui était invaincue à l'époque, qui avait la ceinture dans 2 catégories. Donc c'était mon premier gros combat en Afrique du Sud avec une salle comme à l'UFC. Du coup, j'avais déjà l'habitude parce que le public, en Afrique du Sud, le MMA c'est ça. Et du coup, c'était un de mes premiers gros combats. Et je pense que ça reste un de mes meilleurs souvenirs quand même. Au final. Le combat était Et le prochain meilleur souvenir, ça sera la ceinture, évidemment, qu'on te souhaite, Manon. Ouais, je me demandais aussi comment tes proches vivent ton combat. Est-ce qu'ils sont effrayés est-ce qu'il y a une part d'angoisse Parce qu'on a vu les images tout à l'heure. Ouais. C'est costaud quand même. Alors, ma mère, franchement, ça va. Elle est déjà venue me voir combattre quand je combattais à l'époque en boxe à Nice. Après,
elle a vu aussi mon dernier combat, elle était là à Abu Dhabi, quand j'ai combattu là contre la numéro 1. C'est la première fois du coup qu'elle est venue vraiment à l'UFC. Oui, je pense qu'elle est un petit peu stressée, mais après, c'est sûr qu'elle a l'habitude que je gagne tout le temps et c'est rare que je sorte avec des blessures ou le visage abîmé ou quoi, donc elle est assez confiante à chaque fois. Après, c'est plus ma belle famille, mes beaux-parents qui sont plus inquiets. Parce qu'ils connaissent moins la discipline, évidemment. Ah oui, parce qu'elle ressort toute fraîche des combats. Oui, mais rappelons-le, elle a perdu en professionnel, elle a perdu qu'un combat, le premier. Ouais, et puis c'était en plus c'était une décision partagée. Une décision partagée, pas très juste peut-être. Donc, mais voilà. Magouille, non, un peu, non. Ben, si ça reste le premier et que derrière elle les gagne tous, on oubliera. Bon. Donc son combat contre la ceinture, Valentina Shevchenko qui est aucun rapport avec le footballeur. Non, aucun rapport. Parce que quand on est, non, aucun rapport. Mais Valentina Shevchenko qui sur son dernier combat a été mis en grande difficulté. Et est-ce que ça t'avait aidé dans ton inconscient ou conscient de te dire j'ai vraiment les facultés pour la battre? Ouais, ben en fait ça m'a pas rassurée, mais en fait Aldric avait déjà repéré ces erreurs-là, mais aucune fille là les avait mis en avant. Ouais, voilà, c'est ça, on l'avait jamais vu. Et du coup là, ça a permis de voir ses faiblesses que Aldric m'avait déjà dit et le qui sol se sont notamment. confirmées. Ouais, le sol, la lutte et le fait que pour sa catégorie, elle n'est pas très puissante au final et elle n'est pas très grande. Je crois qu'elle fait 1m63. Et pour l'avoir vue, c'est pas une des filles des plus costauds de la catégorie et je pense qu'il y a un déficit de puissance. Elle sera toujours l'adversaire à battre quand tu auras repris, quand tu auras récupéré, tu penses? J'espère. Après, je pense qu'elle va faire un combat là entre-temps parce qu'elle a dit qu'elle avait envie de combattre. Donc à la base, elle voulait combattre contre moi. Elle t'attendait, ouais. Voilà, c'est ça. Mais bon, moi, avec la blessure, c'est pas possible. Et après, je sais pas, c'est possible qu'elle combatte. On sait pas encore ce qu'elle va faire, mais elle avait demandé aussi à combattre dans la catégorie d'au-dessus, contre la championne contre qui elle avait déjà perdu 2 fois. Donc ça va être soit pour elle, soit ce combat-là, catégorie de 61, soit contre une autre fille du classement, on ne sait pas encore, parce qu'il y a des combats qui vont se faire là d'ici peu de temps dans ma catégorie, donc ça dépend aussi de ces combats-là. Ouais. De toute façon, toi, tu auras faim à ton retour, n'importe qui devant toi. Moi, j'espère juste que personne ne va la battre avant moi. C'est ton objectif, c'est d'être la première à la battre. Et toi aussi, tu auras un combat avant de l'affronter. Oui, moi, je veux aussi un combat de reprise, et comme j'ai dit, pour l'expérience du main event et du 5x5 minutes. Ok. Et est-ce que tu considères ta discipline comme dangereuse? Non, franchement, pas plus dans d'autres sports. Justement, j'ai eu la chance de pratiquer beaucoup de sports, notamment le snowboard, le skateboard, en plus des sports un peu extrêmes. J'ai fait de la motocross. Et quand je compare par rapport à ces sports-là, non, je peux pas... Enfin, c'est pas plus dangereux qu'un autre sport, en tout cas. Moi, j'ai eu plus de blessures dans d'autres sports qu'en MMA. Et un argument supplémentaire que je constate de l'extérieur, c'est par exemple en boxe, on compte quand un combattant est souligné, on le compte. Donc des fois, il y a un combattant qui peut avoir été compté 2 fois, qui est toujours dans les vapes, mais qui continue le combat. Et c'est dangereux. Alors qu'en MMA, à partir du moment où l'arbitre constate que le combattant n'est plus apte, hop, il s'interpose et le combat est terminé. Donc un combattant dans les vapes... Ils doivent être meilleurs qu'en Ligue 1, les arbitres en MMA, du coup. Ils sont plus attentifs. Déjà, ils n'ont pas le VAR et compagnie pour les aider. Mais voilà, donc c'est ce qu'on constate, c'est ça, la sécurité des combattants, elle est vraiment prise au sérieux. Et quand vraiment le combattant est dans les vapes ou quoi, on arrête et puis voilà, il n'y a pas de comptage. T'es très bon sur le MMA, Will. J'adore. T'es presque meilleur que sur le foot, j'ai envie de te dire. Je sais pas si c'est un compliment, ça. Parce que je te rappelle que ma fonction principale dans ce journal, c'est sur le GC Nice. Romain, on va ouvrir une rubrique MMA juste pour Will, dans le journal. Non, mais je peux combiner les deux. Oui, c'est très bien. J'espère être dans la salle pour le prochain combat de Manon. On suivra ça, évidemment, attentivement. Romain, tu voulais terminer sur quelque chose, peut-être? J'aurais aimé aussi lui poser une petite question, savoir comment elle avait vécu toute cette période où le MMA était interdit en France, parce que la France c'est un des tout derniers pays à l'avoir autorisé en 2021, je crois. En 2020 2020 ouais. Parce que tu as combattu avant, donc en fait c'était presque une activité clandestine en France. C'est vrai que c'était compliqué, on devait combattre toujours à l'étranger. Mon premier combat pro, voilà, je le perds. Je pense que si ce combat-là était ici en France, voilà, je l'aurais gagné. Donc c'est vrai que c'était vraiment compliqué pour combattre. Après, s'entraîner, on a toujours pu s'entraîner ici. Donc voilà, c'était compliqué juste de devoir combattre toujours à l'étranger. Maintenant, c'est plus le cas. On voit justement les jeunes de notre club qui peuvent combattre ici en France. Et c'est vrai que moi, j'aurais aimé
commencer ici aussi, quoi. Combattre en France, c'est quand même beaucoup plus facile. Qui sait, un jour, grâce à une Niçoise championne du monde, on aura peut-être un gala à Nice. Ouais, il faut l'espérer, évidemment. j'aimerais. Et pourquoi pas un deuxième trophée pour Manon avec la ceinture. Ouais, si elle prend la ceinture, elle les aura tous les ans. Hein. Bon, Antoine, c'est ce qui te reste à faire. Peut-être Une ceinture. Et un nouveau trophée pour Manon. Merci beaucoup, en tous les cas, Merci Manon, d'être venu avec nous. Félicitations encore une fois pour ce trophée. Antoine, merci beaucoup. Messieurs, vous avez été parfaits. Vous êtes aussi bon, si ce n'est meilleur que sur le football. Bravo, merci. Toi aussi, Mika. C'est la fin de ce Gin Tonic un petit peu spécial. Nous vous remercions de nous avoir suivis, évidemment. Merci à Franck Fernandez, Sophie Doncé, Philippe Bertigny et Chloé Voirgard à la préparation et à la réalisation de cette émission. Bonne semaine à toutes et à tous.